Des moments riches en émotions et en informations, on en raffole tous. Bienvenue à ce midi. Au menu, j'ai été témoin des attentats de Paris. Les détails dans quelques minutes. Sur le plateau avec moi, vous aurez certainement notre docteur en humour, le docteur le plus déjanté. Malheureusement, je ne l'aperçois pas avec les autres, mais je vois plutôt Chef Nguesson, notre chef cuisinier qui va nous proposer un autre mets ce jour-ci. Et puis, Alissar est là, toujours présente les mardis pour des affairages croustillants. Et puis, n'oublie pas Aloussène Sidibé pour les innovations. Toujours bien sapé. Voilà, je vous invite à rester sur RTI 1, la chaîne nationale ivoirienne, parce que c'est midi, c'est maintenant. Avec ce midi, on fait le show avec les mamans, on fait le show avec le public. Bienvenue, on est très heureux d'être là. Et mesdames et messieurs, s'il vous plaît, avec votre permission, cette émission, le public et tous les animateurs de cette émission, nous souhaiterons la dédier à tous les pays victimes d'attentats dans le monde. Nous voulons citer la Somalie, le Nigeria, nous voulons citer le Mali qui observe en ce moment 3 jours de deuil national. Nous sommes avec vous, nous sommes vos frères et pour rien au monde, la vie ne doit être banalisée. Nous voulons saluer tous ces pays, la France aussi, tout le monde. On applaudit très fort pour leur marquer notre solidarité. Nous sommes de tout cœur avec vous. La vie est plus qu'un trésor. Il faut absolument la préserver. Voilà. Le thème du jour, on y reviendra, mais pour l'heure, Aloussène est avec nous. Aloussène qui a décidé de faire plaisir aux mamans aujourd'hui, n'est-ce pas? Caroline, pour moi, pour les mamans, c'est Noël avant Noël parce que j'ai 2 supports qui vont les permettre de vraiment faire le ménage à la maison, de vraiment avoir une cuisine plus belle, une cuisine plus entretenue. Et ça, c'est pour tout à l'heure, les mamans. Tout à l'heure, on ne quitte pas. Et de ton côté, Alissar Zena. Ouais. Non, mes affairés, aujourd'hui, là, on va parler de mariage. On va parler de titrologue. On va parler de Yves Dembélé. Ne bougez pas, c'est pour tout à l'heure. Tout à l'heure, donc. N'est-ce pas? Et je vois quelqu'un venir sur ma gauche. Je ne sais... Ah, c'est lui, c'est Philo. C'est moi. Philo est là. J'étais à l'infirmerie. Philo est là, on peut le saluer. Merci. Non. Pardonnez, je suis très convalescent. J'étais à l'infirmerie, le monsieur a commencé. Il dit, ah, vraiment, il faut que je vienne. Il faut que je vienne à ce midi quand même. Caro, tu as parlé de faire un clin d'œil au Mali, les Tout pays. à fait. Voilà. Il faut aussi faire un clin d'œil à tous les malades, tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux aussi. Il faut les applaudir. Ils nous suivent. Voilà. Ils nous suivent. Alors, Philo, Je ne porte pas bien. tu es souffrant? Je suis très souffrant même. Je suis très souffrant. Voilà l'ordonnance qui est là. Mais Qui va payer ça? Tu souffres de quoi au juste? Bon, c'est un palu inflexible. C'est un palu inflexible, voilà. Mais voilà, ça, c'est pas perfusion, c'est pas truc là qu'elle a là. Bon, je profite pour dire... Attends, moi je veux savoir. C'est quoi? C'est une palu. perfusion? Oui, perfusion. Et ça, c'est quel liquide? C'est quoi? Bon, c'est le docteur de l'infirmerie là. Docteur Monet. Voilà, ça c'est soupe de cabri, il a mis directement. C'est ça, il a mis. C'est la ça, en fait. Non. Ah. Non. C'est midi. Je pense pas que ce soit docteur Monet. C'est midi. Ah, qui va manquer ce midi? Je suis venu à tout mon truc. Ici. Voilà. Maman, pardon, faut garder les draps là-haut. Ah, on ne sait jamais à eux. Voilà. Donc, je profite pour faire un clin d'œil au docteur Monet. Docteur Monet qui est ici à l'infirmerie, à la FTI. C'est lui qui prend soin de moi. Et puis, bon, il ne faut pas faire confusion.
Voilà, monnaie, son nom, c'est comme l'argent. Monnaie, mais c'est quelqu'un qui ne prend rien du tout. Quand tu arrives, monnaie, il te demande seulement, tu souffres de quoi, il te soigne. Mais je suis sûre qu'il est en train de se tirer les cheveux là-bas, mais ce gars-là, une perfusion avec la soupe de cabouille, ouais, c'est incroyable. C'est câble d'ordinateur, c'est une perfusion informatique. Tout rentre directement en même temps. On te remercie, voilà, docteur Philo. Moi, je me charge de faire un tour dans la cuisine parce que c'est ainsi. Chaque mardi, nous avons quelque chose à vous proposer et c'est avec Dr Nguessan. Docteur Nguessan, parce que c'est un spécialiste de la cuisine, n'est-ce pas? Bonjour. Ouais, bonjour, Chef Nguessan, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ben, je me porte très bien, ça ne se voit pas. Alors, je vois du couscous, et ça, je parie que c'est de la viande de mouton. Ouais, c'est la viande de mouton. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est du couscous au mouton. Du couscous au mouton. Bon, c'est un plat qui est très riche en vitamines, surtout qu'on conseille pour les convalescents, comme Dr Philo. Ah oui? Oh, ouais. Même moi, la soupe de cabri, ça fait à la couscous là. Ouais, surtout avec les légumes et la viande, c'est des protéines. Bon, tu pourras vite l'aider à se rétablir. Bon, c'est un plat aussi originaire d'Afrique du Nord. Tout à fait. Originaire d'Afrique du Nord. Bon, le plus souvent, les peu berbères au niveau du Maroc prennent ce plat-là pour recevoir. En tout cas, ils le font très bien. Pour recevoir au moins les étrangers qui viennent leur rendre visite. Et c'est un plat vraiment très délicieux. C'est délicieux, tu veux me dire. D'accord. Bon. Alors, on va aller tout droit, voir les ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Bon, le plat se fait en deux étapes. En deux étapes, d'accord. D'abord, la première, c'est le couscous. Le couscous, je vais expliquer rapidement comment. Puisque moi, j'ai déjà confectionné le couscous. Vous pouvez l'apprêter 1 heure avant la préparation du bœuf aux légumes. D'accord. Tu as une façon particulière? D'accord, vas-y, explique-nous. Bon, de l'eau bouillante salée. On met de l'eau bouillante salée au feu. On renverse le couscous dans un récipient. On arrose d'un peu d'huile d'olive. On renverse l'eau bouillante. On essaie de bien mélanger le tout. On laisse reposer 2 à 3 minutes. Et ensuite, on ajoute quelques noisettes de beurre pour pouvoir détacher le couscous. Et puis, le raisin, on trempe le raisin dans de l'eau bouillante. Et puis ensuite, on mélange le tout. On assaisonne avec des fines herbes, sel, poivre. Et on agrémente le couscous. D'accord. OK. Puis maintenant, pour la préparation du mouton aux légumes, on fait revenir, je précise que ce sont les gigots de mouton déjà assaisonnés, déjà marinés à la veille. Déjà on fait l'assaisonnement, déjà mariné à la veille, qu'on fait revenir dans un peu d'huile. On fait saisir les deux côtés. Ensuite, on ajoute les oignons émincés, de l'ail, la ciboulette hachée. On remue le tout et on laisse cuire au moins 5 minutes à couvert. Ensuite... D'accord. Alors, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Je pense que tu es à l'étape maintenant de nous donner les différents ingrédients qui rentrent en ligne de compte ou tu le fais en même temps? Bon, je vais d'abord citer les éléments et puis ensuite expliquer rapidement. Bon, pour faire du couscous au mouton, il nous faut des gigots de mouton. D'accord. Pour 6 personnes, au moins 1,5 kg, des oignons, de la tomate en concassé. Il nous faut de l'huile d'olive, il nous faut des carottes, de l'ail, bouquet garni, du chou, de la courgette et puis des aubergines noires. Le bouquet garni, il est constitué de quoi? Le bouquet garni, c'est du persil, du thym et du laurier. Ok, ça marche. Et puis ensuite, nous avons les 5 épices. Les 5 épices, c'est un mélange de curry, de clous de girofle, de paprika, de curcuma et de poivre et du poivre blanc. D'accord. Okay. Philo se demande, paprika, c'est quoi? Paprika, bon, c'est certains aromates qui est fait à base de... Bon, ça vient de l'Orient. Ok, ça marche. Oui. Pour le clou de girofle, les gens connaissent un peu, hein, surtout les vertus, ça atténue, on va dire, les maux de ventre, les ballonnements et aussi les maux de dents. C'est très conseillé. La mauvaise haleine aussi, c'est très conseillé, d'accord. Oui, c'est très bon. Et puis surtout, bon, pour les messieurs qui veulent faire plaisir à leurs dames, le plus souvent, c'est mieux quand tu veux parfumer, pour donner encore un goût plus agréable à leur repas, pour pouvoir épater leurs dames,
ils ont leur chéri et puis ils essaient de mettre ça un peu, ça va essayer de... Là, tout le monde t'écoute attentivement. Hein? Okay. C'est pareil aussi pour les dames aussi, vice-versa. Oui. Oui, ça passe. Bon, maintenant, on va passer à la technique. Très rapidement, très rapidement. En 1 minute. Oui, à la technique de réalisation. D'abord, on fait revenir les morceaux de viande. On ajoute les légumes, les oignons et tout ce qu'on a cité, on va dire. Et puis, bon, on met la tomate concassée, on mouille, on laisse cuire au moins pendant 1h30 de temps. 1h30. Ensuite, on ajoute les 5 épices, les légumes à 10 minutes de la cuisson. On met les différents légumes, les carottes, la courgette et puis les aubergines noires. Et ensuite, on mélange le tout, on laisse couvrir. Merci beaucoup. Merci bien, chef Nguessan, qu'on va retrouver bien évidemment avant la fin de cette émission. Pour nous rassurer que c'est doux. C'est doux? Okay. Mais tu lui fais confiance, non, docteur Philo? Ouais, mais c'est beaucoup comme ça aussi. Ça fait penser au bangui. Tu es guéri? Oui, ça commence à aller. Moi, il y a les trucs là. Il y a enlevé. Depuis là, ça traîne brûlé long. Mais c'est mieux ainsi. Hein? Alors, je vais donc aller droit au but. On va partir pour le sujet du jour. Eh bien, on le sait, le 7 janvier dernier, la France a été victime, particulièrement Charlie Hebdo, un journal satirique a été attaqué par les terroristes. Eh bien, la France n'était pas encore sortie de l'auberge puisque le 13 novembre, elle fut victime d'un autre attentat qui a fait plus de 130 morts. J'ai été témoin de l'attentat de Paris. C'est le thème du jour, je vous laisse tout simplement en compagnie de Dr Philo qui a son mot à dire là-dessus. Oui, j'ai mon mot à dire là-dessus, comme tous les sujets d'ailleurs. Hein, en tant que professionnel, pluridimensionnel, il faut étayer un peu tous les sujets. Attentats, ça dépend de quel type d'attentat aussi. Parce que nous, les philosophes, on voit ça de façon pluraliste aussi. Parce que quand tu entends attentat, bon, déjà, c'est-à-dire l'attentat, c'est-à-dire quand les gens tentent là où il y a un tas de personnes. C'est ça qui est attentat. Voilà, c'est ça qui est attentat. Et puis, il y a aussi attentat, voilà, attentat sentimental aussi. Ça aussi, il faut expliquer. Voilà, attentat, c'est bon. Si toi, tu es là, tu as donné rendez-vous à ta copine, 18h, puis elle vient à 21h, et si elle n'est pas venue tard, toi, tu l'as attendu jusqu'à elle est venue tard. Donc, c'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. C'est un attentat. Mais là où il peut y avoir explosion, oui, il y a explosion aussi. Bah, toi, la taille ne vient pas, tu exploses de colère. Pourquoi c'est maintenant que tu viens? Là, il y a explosion. Là, on parle d'attentat sentimental. Et explosif. Et explosif, merci de me soutenir dans ce bilan. En tout cas, je pensais qu'il allait dire dans la bêtise. Parlant d'attentat de Paris, bon, là, ça c'était les autres attentats un peu philosophiques. Mais attentat de Paris, tout le monde sait, on a vécu, c'est déplorable. Oui. Voilà, c'est déplorable. En même temps, faire un clin d'œil, comme tu as dit en début d'émission, à tous nos compatriotes maliens aussi, qui ont vécu aussi ce état de fête-là. En fait, ce qui est déplorable, plus déplorable dans cette histoire, c'est que les gens allient ça un peu à une histoire de religion. Parce qu'on a dit pour le Mali, quand les gens sont arrivés, ils ont crié Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar en arabe, ça veut dire Dieu est grand. Oh, il est écrit quelque part dans le livre Saint, dans le chapitre 29, verset 52, que Yahua unna ukrukuju wa ukruzakata. Philo, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas par hasard la fin de ta chronique? Là, moi, je ne sais pas son livre saint. Vous voyez, je ne sais pas d'où il vient ton livre saint, mais bon, je dis rien. Ça. Cette partie-là veut dire que quand tu portes atteinte à la vie de ton prochain, tu vas directement à l'enfer. C'est ce qu'il dit. Donc, Dieu est grand. Et puis, tu tues quelqu'un. Donc, ouais, c'est pas bien du tout. C'est contradictoire. Voilà, c'est contradictoire du tout. Et ce que tu sors aussi, c'est un peu les djihadistes aussi. On dit djihadistes, ça s'explique tout ça. Voyez un peu, celui qui a été le concepteur même du djihadisme avant, c'était un Noussi. Oh. Donc, quand tu vois, il tue 10 personnes chaque fois, donc il y a 10 personnes, c'est ça qui est djihadiste. C'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, on se retrouve avec les Dia 1000, Dia 2000, donc ça prend de l'ampleur. J'ai peur même que ce soit Dia million un jour. Philo, je vais nous faire avaler ça. Voilà. Oui. Philo, vous sérieux quand même. S'il te plaît, oui. Est-ce que tu peux arrêter le massacre? Oui, mais c'est le terroriste qui a le massacre. Moi, je fais le terroriste. Et donc, si je conclue mes propos, cette personne qui vient nous expliquer cela, vraiment, c'est, je dirais, âme sensible, s'abstenir. Parce que même les explosifs, quand il y a des explosions comme ça, le terrorisme, boum, 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 et tu vas venir expliquer ça
ce que la personne va dire, ça fait peur, c'est aussi effroyable. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais en même temps aussi, dire que vraiment, il ne faut pas lier le terrorisme, sérieusement maintenant, à la religion. Et nous sommes de tout cœur avec toutes ces victimes. Merci beaucoup pour ta contribution. Merci infiniment. J'ai été témoin des attentats de Paris. Je rappelle donc le thème du jour et notre équipe de reportage a demandé dans la rue aux personnes qu'elle a rencontrées de bien vouloir donner un message à l'endroit des victimes du terrorisme à travers le monde. Un soutien aux parents des victimes et puis nous prions Dieu pour que tout aille pour le mieux. Nous soutenons toutes les victimes de la guerre. Nous les soutenons, nous sommes de cœur avec eux. Et que vraiment que Dieu vraiment les soutienne dans ces différentes épreuves et dans ces différentes situations qu'ils traversent en ce moment. Vraiment. Je lance comme ça, c'est un soutien à tous ceux qui ont été victimes parce que nous sommes tous des êtres humains. Aujourd'hui, c'est le tour des autres. Nous ne souhaitons pas, mais demain, ça peut être notre tour. Vraiment, je leur souhaite du courage à ceux qui ont été victimes de cela, ceux qui ont perdu des parents, des proches. Et puis, il ne faudrait pas qu'ils se laissent abattre par cela et qu'ils continuent de vivre. C'est un phénomène qui est récent. Vraiment, j'exprime ma compassion pour tous ces pays qui ont été victimes, surtout les pays africains tels que le Mali. Je pense que le terrorisme, on doit combattre le terrorisme, ce n'est pas une bonne action. C'est une action qui entraîne la guerre, c'est une action de guerre, c'est une action de division, une action de révolution en tout cas. Or, on n'a pas besoin de révolution, on n'a pas besoin de guerre. On veut être unis, on veut être ensemble. Avec des différences, on se met ensemble pour construire ce monde. J'ai été plutôt témoin des attentats de Paris, c'est le thème du jour. Et notre invité témoin du jour, qui a été donc témoin de ces attentats, est journaliste. C'est un visage connu et aussi un inconnu. On applaudit très très fort Ekia Badou qui nous rejoint donc sur ce plateau. Ekia Badou, bonjour et bienvenue. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir nous relater les faits tels que vous les avez vus, tels que vous les avez perçus. Bienvenue. Merci beaucoup aussi, docteur Philo, parce que je dois t'avouer qu'on ne rigole pas trop en ce moment à Paris. Et tu as réussi en tout cas à me faire sourire. Avec les différentes définitions. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, Ekia Badou, moi je souhaiterais savoir, déjà vous habitez dans le 10e arrondissement. Oui. C'est l'un des sites qui a été attaqué donc au soir, on va dire, du 13 novembre. J'habite, oui, à 800 mètres d'un des restaurants où il y a eu les attentats. Et de chez moi, j'entendais des bruits, je pensais que c'était des pétards, en me disant, mais quels sont ces imbéciles, on n'est pas le 14 juillet, pourquoi il y a des pétards? Et ensuite, je commençais à recevoir des textos, des messages en moment où tout allait bien. Et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et quand j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai vu un défilé de pompiers, de policiers. Enfin, c'était vraiment incroyable. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et il y a un immeuble en fait, qui m'empêchait vraiment de voir tout ce qui se passait. Mais j'ai pu avoir des témoignages parce que j'ai une amie qui... Mais déjà, au niveau des textos que vous receviez, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es chez toi? Est-ce que tu es safe? Enfin, tout le monde voulait que je réponde parce qu'ils étaient très inquiets. Et comme c'est à Paris, et forcément, on connaît forcément les personnes qui ont été touchées. Moi, j'ai une amie qui est serveuse dans ce restaurant-là, qui ne travaillait pas ce soir-là. Jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à parler à son responsable parce qu'ils sont... Tout le monde est traumatisé, en fait, à Paris. Et surtout... on voit surtout les informations, on imagine souvent que c'est ailleurs. Quand on est dans la presse, on est confronté à ça, c'est déjà lourd. Mais là, c'était vraiment à Paris. Et il y a plus de 130 victimes. Et dans les victimes, il y a une personne que je connaissais, pas personnellement, mais de vue. Et c'est vrai que ça fait vraiment mal parce qu'on se dit que ça peut nous arriver aussi. Bien évidemment. Vu que dans des petites rues pas forcément connues. On ne le souhaite pas. Alors, moi, je veux savoir déjà, est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible ? Je veux dire, vu ce qui s'est passé le 7 janvier, personne ne s'y attendait. Voilà, donc Charlie Hebdo qui est attaqué. Après cela, il y a eu des menaces. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer que la France serait victime d'un tel attentat? Mais déjà, on pouvait s'y attendre puisqu'il y a eu un attentat déjoué dans un train à grande vitesse l'été dernier. Donc là, on commençait à se dire, qu'est-ce qui va se passer? Donc on s'y attendait, mais en même temps, on se disait, ça va, c'est pas pour... faut rester positif, en fait. Et malheureusement, on n'est pas très positif, là, en ce moment, à Paris.
Quand vous dites vous n'êtes pas très positif, c'est quoi exactement? Il y a deux sons de cloche. Il y a des personnes qui veulent faire de la résistance. Moi, j'ai eu des appels dès le lendemain. Viens, on sort en terrasse, on va au café. Franchement, moi, je n'avais pas le cœur à faire ça. Et il y a d'autres personnes qui rentrent dans la phase de pessimisme où il y a une vraie paranoïa. Donc vraiment, il y a des amalgames concernant l'islam, les musulmans. Il y a eu quelques attaques de personnes, de femmes voilées, alors que ça n'a rien à voir avec les faits. Donc du coup, il y a deux sons de cloche, ceux qui sont dans la résistance et qui veulent à tout prix montrer qu'ils ne vont pas fléchir les jambes face aux terroristes, et il y a ceux qui sont justement dans la tristesse et dans le traumatisme. Mais il y a un vrai besoin de parler. Mais justement, il y a un vrai besoin de parler. Les voisins à Paris, c'est pas des gens qui parlent beaucoup, on se dit à peine bonjour, mais là, il y a un vrai besoin de parler. Tout le monde en parle dans les terrasses de café, dans la rue. Dès qu'on tend l'oreille, tout le monde parle des attentats. Et il y a un besoin d'échanger, de se réconforter, et de tuer aussi les amalgames. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire des choses, voilà, l'islam est la pandémie de ce monde. Enfin, il y a des gens qui se lâchent, disent des choses très virulentes. On a même peur que les partis d'extrême... Besoin de parler, certes, et surtout que vous êtes, on va dire, un pays développé. La France est un pays développé. Voilà, elle vit en France depuis plus d'une dizaine. Voilà, depuis plusieurs années. Vous êtes née en France. Oui, oui. Ah d'accord, donc on vous considère comme une Française. Je veux dire qu'il y a quand même des structures, des centres d'écoute. Il y a des gens aussi qui ont la possibilité de rencontrer des psychologues, des personnes qui sont traumatisées. Mais vous... Les victimes peuvent rencontrer des psychologues, mais les personnes qui n'ont pas été victimes n'ont pas forcément des psychologues à leur disposition. Elles peuvent faire la démarche d'y aller, mais ça ne sera pas... c'est pas forcément le cas. Mais et vous, par exemple, comment est-ce que vous avez fait pour avoir, on va dire, ce courage-là pour venir témoigner sur le plateau de ces midis? C'est un concours de circonstances parce que je suis venue pour un festival de cinéma, le Festilag. Ça m'a fait du bien. Donc dès le lundi, j'étais ici. Mais je peux vous dire que le dimanche... Mais ça a été quoi? Je veux dire, le fait de savoir que vous veniez à Abidjan, une sorte d'échappatoire. En tout cas, Abidjan, ça a été certainement un peu une sorte de remède, parce que je dois vous avouer que les Champs-Élysées, que tout le monde connaît, même s'il n'a pas été aux Champs-Élysées, même de vue, c'est un endroit qui est bondé. Moi, j'y suis allée le dimanche faire des courses pour la famille. Il y avait quasiment personne. C'est du jamais vu. J'ai envie de savoir, concernant quand Caro, tu as demandé, est-ce que c'était plus visible? Moi, j'ai envie d'aborder dans le sens professionnel, puisqu'elle est journaliste. Tout à fait. Et puis, elle était dans le 10e arrondissement, et moi, je suis derrière le 16e arrondissement à Yopougon. Donc, c'est vrai que c'est à peu près la même chose. Tout à fait. Voilà. Est-ce que c'était prévisible? C'est ce que vous avez, Caro, vous avez posé comme question. S'il y avait des signes, peut-être qui présageaient qu'il y aurait de tels attentats. Mais au plan professionnel, vous qui êtes des journalistes, est-ce qu'il n'y a pas cette conscience professionnelle-là qui vous traque un peu? Vous dites, mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé la chose? Est-ce que vous avez réellement mené les enquêtes? Parce que c'est ça le journalisme aussi. Il faut voir les indices. Qui est là? Est-ce qu'il y a un petit arabe qui est en train de tourner? Ça dit, il faut voir un peu. Petit arabe qui a tourné. Voilà, est-ce que quelque part vous n'avez pas ce regret-là? Vous n'avez pas fait votre boulot, c'est pourquoi c'est arrivé? Je ne veux pas porter la casquette de tous les journalistes, parce que moi, mon journalisme, c'est de relater des faits. Donc je peux enquêter, mais je ne peux pas enquêter au-delà de relater des faits. Donc bien sûr, il y avait une ambiance qui laissait présager que quelque chose de pas très beau allait se passer. Maintenant, dire qu'on aurait dû voir les gens qui tournaient, je pense que tu plaisantes, ça, je ne l'ai pas fait, mais on savait que quelque chose allait se passer, compte tenu même des politiques, des tensions politiques qu'il y a même pu avoir avec différents pays. On n'est plus à l'époque de M. Jacques Chirac, qui était l'ami un peu de tous les gouvernements. Là, dans une époque où on est un peu dans œil pour œil, dent pour dent. Là, comme tu as pu le voir, on a été attaqué. Le lendemain, il y a eu des représailles. Donc, on va dire que c'était prévu, on peut aussi dire ça. Mais ceci étant dit, nous, on est un peu pris en otage. Pas en tant que journaliste, en tant que citoyenne, là, je parle. Mais justement, Ekia, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que nous l'avons constaté le 7 janvier. Dès le 8 janvier, il y a eu une riposte de la part de la France, encore avec les attentats du 13 novembre. Il y a encore une riposte au niveau de Daesh. Je veux savoir, à votre avis, là, ça n'engage que vous. Je veux dire que ce que vous direz, vous l'assumez en toute responsabilité. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne idée de pouvoir agir de la sorte? Est-ce que pour vous, la violence n'appelle pas la violence? Il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir régler ce problème de terrorisme? J'aurais aimé dire aussi avec humour, comme tu aurais pu dire, asseyons-nous et discutons, mais je n'ai pas ce pouvoir-là, je ne suis pas politicienne. Mais sait-on jamais? Avec votre plume ou avec votre micro, peut-être que votre voix se fera entendre. Je dois vous avouer que nous, en France, en tout cas dans mon entourage, on est super inquiets
de ce rapport de force qu'il y a. Après, il faut attaquer le problème à l'origine même. Et à l'origine même, nous, on ne sait pas forcément où il est le problème, puisqu'il y a des personnes qui se disent de mouvements islamistes un peu partout dans le monde. Donc c'est assez compliqué. C'est plus des personnes qui agissent en loup solitaire. C'est vraiment des organisations qui semblent très organisées pour aller dans des petites rues comme ça, qui ne sont pas forcément connues, ou cibler un concert de rock, ou cibler un stade de France où il y a 65 000 personnes. Donc là, on est arrivé dans des degrés d'ignominie qui sont assez importants, et nous, juste en tant que citoyens, on aimerait qu'il y ait des solutions diplomatiques qui puissent être faites, puisque les revendications qui sont demandées, elles sont assez étranges, puisqu'on ne peut pas d'un côté reprocher à une population d'être mécréante et de ne pas suivre certains préceptes, et derrière tuer les gens en espérant que tous des moutons vont suivre des préceptes. Mais on ne peut jamais pas attirer quelqu'un dans sa religion. Et comme tu disais, aucun livre ne demande de tuer des âmes innocentes en plus. C'est pas comme si c'était des guerriers en fait. Donc nous, on est vraiment dépassés. Et quelque part aussi, ça fait prendre conscience aux citoyens français que je suis également, que ça n'arrive pas qu'en Afrique, en Palestine, en Syrie. Voilà. Et des fois, on entend des journalistes français dire la France ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que ce n'est pas trop pessimiste à votre avis? C'est très pessimiste, je trouve. Après, c'est sûr que, comme je disais, il y a un vrai besoin de parler. On n'était pas tous dans un vrai dialogue en France et surtout à Paris, que ce n'est pas un village. Les gens un peu sont métro, boulot, dodo. Mais là, il y a un vrai besoin de discuter. Parce qu'il y a des amalgames insupportables. Il y a même des personnes qui tapent du poing de la table en disant « j'ai toujours vécu dans ce Paris cosmopolite avec des gens de toute religion, de toute couleur et ça s'est bien passé. Donc arrêtons aujourd'hui de pointer du doigt une certaine catégorie de personnes. » Donc vraiment, il y a un vrai besoin de dialogue. Et après, il y a ceux qui n'ont pas envie de dialoguer. Mais moi, j'ai ressenti un vrai besoin de dialogue. Les gens se parlent, les gens en parlent. Et les gens n'ont pas un visage très joyeux en ce moment. À Paris. Et surtout au niveau des Arabes, de la communauté arabe, qui n'est pas du tout négligeable au niveau de la France, j'imagine. Une minorité jette carrément le discrédit sur tout un peuple. C'est vraiment déplorable. Et il y a énormément de personnes d'origine maghrébine qui se sont plaints sur les réseaux sociaux en se désolidarisant de ça. Après, on ne peut pas non plus exiger à des personnes de montrer patte blanche, je ne suis pas terroriste, on ne peut pas non plus exiger ça. Donc il faut faire attention, il y a eu des amalgames qui ne sont pas passés, notamment un comédien, Mathieu Kassovitz, qui a dit que maintenant il fallait prendre parti, descendre dans la rue quand on était musulman pour dire qu'on n'était pas d'accord. Non, pas forcément. Je pense que chacun a son travail à faire, mais pas à le faire pour prouver à quiconque quoi que ce soit. Et qui retourne bientôt en France? Dans quel état d'esprit? Dans un état d'esprit un peu ni triste ni joyeux. La France, c'est mon pays, donc j'y retourne maintenant. On espère que les choses vont s'arranger, mais on n'est pas forcément super optimiste, puisqu'on voit maintenant que le terrorisme prend un grade supérieur, des personnes qui se font sauter. Ça, pour nous, c'est inédit en France. Les gens prêts à mourir comme ça, même pas 30 ans, pour des idéologies qui sont très douteuses. C'est quand même assez étrange. Et on est tous sonnés. Moi, ouais, tous sonnés autant que nous sommes. Votre mot à l'endroit, je ne dirais pas de la France seulement, qui est votre pays d'adoption, mais à l'endroit de tous les pays, parce que vous êtes aussi originaire d'Afrique. Bien sûr. Donc, de tous les pays victimes d'attentats et victimes de guerres inutiles. Je pense qu'on doit rester vraiment très solidaires entre nous, vraiment... essayer de se protéger un tant soit peu, donc voilà, dès qu'il y a des choses un peu louches. Parce qu'il y a des personnes, même en France, qui sont français de souche, qui se sont reconvertis de façon douteuse et qui ont suivi des organisations terroristes. Donc vraiment, quand on voit des personnes avoir des idéologies ou dire des choses bizarres, il ne faut pas hésiter à essayer de le raisonner ou en parler à ses proches pour voir ce qui se passe, parce que des fois, on n'est pas à l'abri que des personnes soient vulnérables alors qu'on ne s'en doute pas. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Normalement, on a terminé, mais je veux savoir, est-ce que vous avez vu des personnes se tirer là-dessus? Se tirer là-dessus? Se tirer là-dessus. Non, puisque j'ai entendu de la maison des coups de feu, mais pour moi, c'était des pétards. Tellement, pour moi, ce n'était pas possible que ce soit des coups de feu. Et voilà. Et des blessés, vous en avez vu? Ma mère m'a défendu de sortir de la maison, donc je n'ai pas eu à les voir. Mais si j'étais descendue en bas de chez moi, je les aurais vus. D'accord. Déjà, on retient que vous habitiez dans le 10e arrondissement, non loin des attentats.
Et vous avez entendu beaucoup de choses, beaucoup de bruits qui vous ont certainement traumatisé. Et on espère bien que cela n'arrivera plus, ni à la France, ni à aucun autre pays. Merci en tout cas d'être venu témoigner. Merci pour cet élan de solidarité. Et on espère bien que votre témoignage va servir à l'ensemble des communautés qui nous suivent et savoir que vraiment, et se rappeler encore que la vie est précieuse. Il ne faut pas attenter à la vie d'autrui parce que sans la vie, on ne peut rien faire. Et surtout, aucun livre ne le permet. Ne le permet, aucun livre saint. Merci, Ekia Badou. Et elle est déjà partie. Nous, on met la pub pour se retrouver dans quelques instants.